Moi, je présente vraiment le projet Gaïa, mais Dani, c'est plutôt, en fait, alors c'est pas le suite du projet Gaïa, c'est en parallèle du projet Gaïa. C'est toute la gestion de la ressource en eau sereine profonde de la Nouvelle-Aquitaine dans le sud du bassin qui est en train de se mettre en place. Donc, on sépare bien les deux choses entre ce que fait Mélanie et ce que nous, on a produit dans le projet Gaïa. Dans le projet Gaïa, c'est un projet qui a duré 6 ans, qui a débuté en 2014, qui s'est terminé donc fin décembre 2021 avec un webinaire. Je ne vais pas avoir la prétention de vous présenter en quelques minutes les 6 ans de production des travaux de Gaïa. Donc, je vais m'intéresser à vous présenter un peu le contexte pour ceux qui ne sont pas notamment du bassin aquitain et vous présenter rapidement les grands axes de travaux qui ont été réalisés, les grands résultats. Et vous proposerez de toute façon à la fin un récapitulatif des rapports avec des éléments qui pourraient être retrouvés ensuite sur le site d'Ibergem d'Infoterre et également des éléments sur Chigex Aquitaine. Donc, le projet a été effectivement financé par l'Agence de l'eau de Garonne et par également partenariat avec Terrega, qui est un acteur industriel qui stocke du gaz et qui est également distributeur de gaz sur l'ensemble du sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine. En ce qui concerne le contexte sur lequel on a travaillé, donc ce sont les aquifères profonds du sud du bassin aquitain. Donc, on retrouve différents grands aquifères profonds, donc empilés. On va surtout parler des formations de l'Éocène et notamment de la nappe des sables inframolassiques, les formations du Paléocène et également du Crétacé supérieur, qui sont des aquifères qui peuvent être plus ou moins séparés de formations imperméables et un peu perméables. Et donc, on est typiquement dans un système aquifère multicouche. Donc, on a des nappes profondes, mais qui sont également des ressources en eau stratégiques pour différents usages. Donc, on retrouve évidemment l'eau potable, tout ce qui est industrie du thermalisme, et l'utilisation pour la géothermie, l'irrigation et notamment également le stockage de gaz, que je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les conséquences que ça peut avoir sur les nappes. Donc, l'emprise de ces aquifères, ça représente une extension d'environ 30 000 km². Profondeur d'accès, donc on les retrouve à l'affleurement, notamment le long de certaines structures, mais ces formations peuvent atteindre 3 000 mètres de profondeur. On va avoir une distribution géographique hétérogène de la ressource, notamment du fait d'un système progradant qui a fait que les faciès sont très différents d'est en ouest ou du nord au sud. On a environ 200 forages d'exploitation dans ces formations aquifères pour un volume total prélevé cumulé de l'ordre de 25 à 30 millions de mètres cubes par an. Ce système aquifère multicouche est complexe. On n'est pas dans un domaine très tabulaire. On a de nombreuses manifestations de déformation des couches. Donc, on va avoir des failles, des plis avec des systèmes anticlinaux. On va avoir également des phénomènes de diaspirisme qui font remonter également les couches. Vous avez par exemple ici en dessous différentes structures. On retrouve Roquefort, Crayon, Audignon sur différents secteurs. On voit que les couches vont remonter très vite en fait, de moins 400 mètres à la surface via les anticlinaux et via des systèmes failleux. Donc les aquifères vont être profonds et confinés. Et ils peuvent être connectés localement entre eux au droit des structures anticlinales, mais également entre eux à une échelle régionale et ce en profondeur. En ce qui concerne la nappe la plus sollicitée, c'est celle des sables inframolassiques, qui a vu une augmentation régulière des prélèvements jusqu'au début des années 2000 pour atteindre environ 12 millions de mètres cubes par an actuellement. Et en parallèle, ce qu'on a observé depuis qu'on peut suivre ces nappes, donc on n'a pas pu les suivre avant les années 60, mais depuis les années 60, on voit en fait une abaissement des niveaux piézométriques, avec en parallèle dans certains secteurs, une perte d'artésianisme et dans d'autres secteurs, des tarissements de sources, notamment thermales. En ce qui concerne la nappe des sables inframolassiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est le siège de 2 stockages de gaz naturel, que sont l'Issane et l'Isote, et qui vont influencer le niveau piézométrique. C'est ce qu'on voit, les grandes variations ici, c'est finalement des cycles de stockage et déstockage de gaz naturel dans ces formations aquifères des sables inframolassiques. Et donc, on va avoir une influence qui va être sur un rayon maximum d'environ 40 km autour de ces stockages. En ce qui concerne les nappes du Paléocène et du secondaire, celles-ci, comme elles sont profondes, elles sont mal connues, mais peuvent représenter également une alternative intéressante donc à l'utilisation des sables inframolassiques dans différents secteurs. Donc, pour revenir au programme Gaïa, l'objectif principal était de comprendre le fonctionnement des aquifères profonds du sud du bassin aquitain, en revenant tout d'abord sur les concepts géologiques, mais également les concepts hydrogéologiques et en s'appuyant sur les travaux déjà publiés sur le territoire, avec de nombreux travaux, notamment de recherche, et sous un aspect multidisciplinaire en s'appuyant donc sur différents domaines, que ce soit la géologie, la géophysique, l'hydrogéologie, le domaine isotopique, la modélisation. Et tout ça
à l'époque, c'était pour amener des avancées susceptibles scientifiques permettant de créer des conditions d'une gestion opérationnelle de ces ressources en eau. En ce qui concerne les questionnements principaux en hydrogéologie, donc ça va effectivement de la recharge aux exutoires en passant par les écoulements, avec des questionnements notamment des rôles des petites Pyrénées, rôle de contrefort de la montagne noire en termes d'alimentation de ces nappes profondes, une connexion avec le bassin nord-aquitain, notamment le long de la flexion celte-aquitaine, qui se localise ici, des problématiques sur les anticlinodiapirs, est-ce que ce sont des zones d'exutoire ou de recharge qui ont pu évoluer au cours du temps. Et notamment également un autre aspect, c'est les histoires de ces aquifères, notamment profonds du Paléocène et du Crétacé supérieur, en offshore, donc en milieu marin. En ce qui concerne la méthodologie, on a axé le projet sur 3 volets thématiques interconnectés, un volet géologie, hydrogéologie et hydrogéochimie, avec une organisation du projet assez classique, avec une analyse de l'existant, avec la synthèse, l'analyse des informations des vidéos et des données disponibles, et la définition d'un programme d'acquisition. Donc, avec une acquisition de données géologiques, hydrogéologiques et hydrogéochimiques, et des études, étudier les zones de recharge et exutoire, c'est ce que je présentais juste avant, et mais également les interactions avec les aquifères sous-jacents et les formations molassiques qui sont sur les sables inframolassiques. Toute la partie géologie a permis d'apporter de nouveaux concepts en géologie et qui nous a permis d'élaborer un nouveau modèle hydrogéologique conceptuel de ces systèmes aquifères, mais également l'élaboration d'un modèle géologique 3D qui a permis également d'alimenter et de construire un modèle hydrogéologique numérique. Tout ça pour amener en fait les outils et les informations pour aider à la gestion des ressources en eau. Donc, je vais très rapidement présenter les travaux qu'on a réalisés. Donc, constitution d'une base de données de lignes sismiques et traitement séismique. Donc, on a quand on a fait l'acquisition, on a récupéré des anciennes lignes sismiques qui ont été retraitées. Donc, on a eu plusieurs milliers de kilomètres de lignes sismiques qui ont été retraitées. On a constitué une base de données de forage réinterprétée homogène pour ensuite utiliser les connaissances sur l'évolution du bassin aquitain du Crétacé supérieur à l'Éocène supérieur, pour finir par la modélisation de bassins afin de tester la cohérence des hypothèses retenues pour la mise en place des formations sédimentaires. Donc là, vous pouvez voir un peu l'élaboration du modèle géologique conceptuel qu'on a réalisé. Donc, c'est les géologues, mais en interaction avec les hydrogéologues. C'était surtout ces interactions qui ont permis quand même de définir nos besoins, nous, en hydrogéologie, par rapport à ce que peuvent nous amener nos collègues de géologie, et pas faire finalement un modèle géologique stratigraphique, mais bien axé sur les aquifères. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs éléments pour, au final, avoir plein d'informations pour construire en fait, ce modèle géologique 3D. En ce qui concerne le volet hydrogéochimie, donc on a fait également l'analyse des données existantes et la constitution d'une base de données géochimiques. On a étudié l'origine de la variabilité de teneur en sulfate observée au voisinage des sites de stockage de gaz. Je vais revenir un petit peu après. La réalisation de prélèvements de fond sur les forages pétroliers transformés en piézomètres, avec une étude de faisabilité et l'établissement d'un protocole pour la mise en place de matériel de prélèvement de fond. Également la mise en œuvre d'outils isotopiques pour évaluer l'âge apparent des eaux, donc le carbone 14 et le 36. Et l'hydrogéochimie a également appuyé la partie hydrogéologie sur les études de recharge des zones d'émergence sur certains sites. Donc, en ce qui concerne finalement les sulfates, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on a une variation des concentrations de sulfate ici en bleu qui est anticorrélée aux variations de Sharp, donc provoquées ici par les cycles de stockage et de soutirage de gaz. Donc, on a testé 2 hypothèses qui ont été testées à travers notamment l'utilisation de la modélisation couplée hydrogéochimie et transport permettant de retranscrire donc, ces variations. Donc, avec un premier test sur les sources de sulfate provenant de la base de la molasse. Donc, on retrouve effectivement du gypse dans la molasse. C'était testé effectivement si les variations de stockage, les variations de pression et de transfert, notamment des d'écoulement, pouvaient resimuler finalement ces cycles de concentration de sulfate. C'est ce qu'on a pu faire dans ce type de modélisation. Et on a testé aussi une autre hypothèse, c'était la présence d'une source de sulfate au sein des sables inframolassiques, avec un déplacement horizontal d'un panache et une chance sulfate. Après, là, la question a été plus, qui n'a pas été traitée, c'est comment se constitue un panache de sulfate dans les sables inframolassiques, pourquoi il se localise ici. En ce qui concerne toujours le volet hydrogéochimie et plutôt la problématique des âges de l'eau, donc on a retravaillé, les collègues géochimistes ont retravaillé et ont fait des prélèvements de fond
par rapport aux données qu'ils ont pu récupérer, notamment les activités carbone 14 et les teneurs en gaz rare ou en fonction des paléotempératures estimées selon le deutérium, il semble que les eaux en fait, soient plus anciennes que les âges estimés précédemment, et notamment dans les travaux de Blavou en 93, et avec des âges compris entre 20 000 et 50 000 ans, et une réestimation finalement de la courbe de paléotempérature qui avait été estimée il y a une trentaine d'années. En ce qui concerne le volet hydrogéologie, donc on a étudié les grandes problématiques rechargées exutoires, avec en parallèle la catégorie théorique. On a refait des chroniques, on a réalisé des données de chroniques piézométriques de construire les plus longues possibles, établir des chroniques de prélèvement, de débit de source. On a fait une intercomparaison de modèles hydrogéologiques existants qui avaient été réalisés notamment dans le cadre recherche dans les années 2007 et également par l'IBRGM au début des années 2000. Une caractérisation des propriétés hydrodynamiques avec la réutilisation d'anciens essais de pompage qui ont été retraités avec les méthodes notamment des dérivés, l'élaboration de cartes piézométriques tenant compte des effets de température et un modèle hydrogéologique. Donc là, vous pouvez avoir quelques éléments sur l'étude des exutoires des aquifères profonds. Donc, vous pourrez vous référer notamment aux références bibliographiques qui sont indiquées dans ces différents documents. Et après, vous avez une petite graphique qui présente la constitution de la base de données de prélèvement, les évolutions de prélèvement et également des cartes piézométriques mensuelles qui ont été réalisées entre 2017 et 2018. En ce qui concerne le modèle hydrogéologique qui a été finalement réalisé, il a une surface d'environ 31 000 km², 8 couches actives, différents aquifères qui sont représentés ici par les sables de Lucanier, des crénolithes, les formations paléocènes et du Campanien et Crétacé supérieur, qui sont les aquifères, avec un maillage de 500 mètres de côté et différentes périodes de simulation, donc un pas de temps annuel de 57 à 1981. Alors 57, c'est la mise en place finalement du premier stockage de gaz, et un pas de temps mensuel ensuite de la période 1980 à 2017. Un petit modèle de modélisation qui est un intégrateur de toute la donnée qui a pu être récoltée, réinterprétée dans le cadre du projet Gaïa, donc toute la partie géologie, et l'architecture 3D qui a permis notamment d'alimenter le modèle et le faciès des couches pour nous permettre d'indiquer ce qui est plus ou moins aquifère et mettre des paramètres hydrodynamiques dans le modèle, les limites des aquifères, et puis toute l'intégration à des données de prélèvement, piézométrie, paramètres hydrodynamiques, et également l'hydrogéochimie qu'on a confronté aux écoulements et avec les résultats de la géochimie et les grands compartiments géochimiques différents qui correspondent ensuite à peu près au grand sens d'éléments qu'on peut avoir dans cette map. En ce qui concerne le modèle hydrogéologique, quelques spécificités. On a dû prendre en compte l'effet thermique dans le modèle, étant donné qu'on peut avoir des températures assez importantes dès qu'on va aller dans les grandes profondeurs. On a pris en compte les stockages de gaz. Donc, après analyse, on a choisi d'utiliser une approche par volume d'eau équivalent plutôt que d'utiliser en fait un modèle biphasique avec des temps de calcul qui auraient été beaucoup plus longs. Et donc, on a fait une conversion en fait de l'évolution du volume de gaz en fonction de la pression du gaz et en débit injecté à se tirer dans le modèle. Donc, voici quelques résultats sur différents piézomètres. On retrouve sur le premier, le proche des stockages. Donc, on a une grosse influence des stockages qui nous permettent de restituer les différents sites d'injection et de tirage. Quelques piézomètres, un piézomètre tour de Barbotan sur le compartiment nord, un sur le compartiment sud, donc une limite qui est faillée. Donc, ce qu'on retrouve ensuite dans les écoulements, finalement, c'est deux compartiments qui fonctionnent de façon assez différente et on n'a pas d'interconnexion entre le secteur nord et le secteur sud. Quand on regarde la piézométrie, ce que nous restituent les outils de modélisation et la géologie, la géochimie, on retrouve également des produits géochimiques assez différents entre l'un et le sud. Après, vous avez d'autres petites restitutions également, là sur Carlin, qui est un piézomètre qui est plus au sud. On appuie quand même sur le fait qu'on a encore des incertitudes et des limites, notamment pour l'utilisation d'outils pour de la gestion opérationnelle sur la ressource en eau. On a quand même une résolution spatiale horizontale avec des données moyennées à l'échelle de 500 mètres, avec donc des approximations nécessaires par rapport à la réalité complexe de terrain. On a également une résolution spatiale verticale avec une simplification et un découpage des grands aquifères, un pas de temps qui est mensuel, avec des incertitudes des données d'entrée. On a peu effectivement de piézomètres au décalage. On s'est intéressé quand même au secteur autour des stockages dans cette zone-là en termes de zone à enjeu. On a également une hétérogénéité importante de la densité spatiale, donc des informations disponibles, une forte complexité structurelle. C'est-à-dire que l'interprétation des résultats du modèle reste pour le moment limitée à une utilisation régionale grand secteur, ce modèle apportant enfin des informations pertinentes qu'à cette échelle de travail. Et pour finir, la dernière diapo, c'est tous les rapports qui ont été réalisés. Donc, il y a 17 rapports publics qui sont disponibles sur le site Infoterre. On a plusieurs publications scientifiques. Vous pourrez également retrouver des informations sur le CIGES Aquitaine sur le projet, notamment les liens
vers les rapports, mais également vers le webinaire qui a été enregistré et donc qui est disponible également sur le CIGES Aquitaine, donc un webinaire qui dure environ 3 heures et qui restitue donc une grande partie du projet Gaïa. Quelques valorisations actuelles. Les données sont actuellement utilisées dans le cadre de la nouvelle version de la base de données des systèmes aquifères et également dans un projet de géothermie d'une importance au niveau national. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le projet. Merci Olivier. Peut-être quelques questions avant qu'on passe à la présentation de Mélanie. Je suis surpris parce que alors moi j'ai peu l'habitude des aquifères français, mais je suis surpris par le faible nombre de forages pour un aquifère, enfin un système aquifère aussi vaste. 200 forages, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose en fait, et même en termes de prélèvement, c'est pas énorme, hein, c'est 12 millions de mètres cubes pour un tension comme ça, effectivement, c'est pas grand-chose. Après, en fait, on atteint des profondeurs qui sont assez limitantes, donc on a pas mal de prélèvements qui sont le long des structures, autour des structures, mais dès qu'on s'enfonce en profondeur, on va pas avoir beaucoup de forages qui ont été créés, et spécifiquement d'ailleurs pour les prélèvements dans ces formations. Si on regarde maintenant le suivi, on a beaucoup d'anciens forages également, forages pétroliers qui ont été mitraillés, et qui permettent le suivi des nappes parce qu'on n'a pas forcément de piézomètres qui ont été faits dans ces formations. Donc, il y a effectivement peu d'ouvrages, mais les prélèvements qu'on peut avoir actuellement font qu'il y a quand même une baisse des niveaux piézométriques. Ça reste quand même une ressource stratégique, notamment le stockage de gaz, mais il y a l'activité thermalisme, évidemment, après ensuite le géotherme. Ok, merci. Si je peux juste me permettre, juste pour recontextualiser sur l'exploitation de ces nappes-là, on n'est pas sur des systèmes comme la Beauce ou les grandes nappes. Pour rappeler juste un peu d'historique, la sécurisation de l'AEP par les nappes profondes, elle vient vraiment, enfin en tout cas l'histoire de l'exploitation de nappes profondes, elle vient vraiment de cette exploitation pétrolière à la base qui crée les forages et qui va venir chercher des ressources qui ne les trouve pas et qui finalement se rend compte qu'il y a une forte probabilité ou en tout cas une forte capacité à sécuriser l'AEP sur des milieux qui sont particulièrement vulnérables, notamment dans le Gers et les Landes. Et du coup, ça s'est un peu fait historiquement comme ça à suivre. Et maintenant, ce que disait un peu Olivier, on a gardé cette historique-là, on garde l'exploitation qui est en cours et on est un peu dans cette bascule où là, on est en train de réaliser que c'est une ressource qui potentiellement pourrait secourir à l'avenir et de changer un peu le paradigme de départ, mais le peu de forage qu'on a, ça vient vraiment de l'exploitation de ces nappes-là et de leur histoire sur leur mise en exploitation qui est tardive, puisqu'en fait, on y vient dans les années 50, quoi, pour l'exploitation pétrolière à la base. Donc, je vais présenter le volet porté par l'institution Adour. Donc, comme le disait Olivier, on travaille en parallèle. En tout cas, l'étude Gaïa a été lancée avant nous. Et puis, l'institution Adour, nous, on est un syndicat mixte, établissement public territorial de bassin, et on porte la démarche de concertation sur les nappes profondes de l'Adour. Donc qui est vraiment découplé. On est deux entités différentes, institution Adour et BRGM. On n'a pas vocation à produire les mêmes choses. Donc, je vais vous présenter une partie d'études socio-économiques qui a porté les bases de la concertation et la démarche actuellement où on en est et vers où on va. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'institution Adour, donc on a été créée en 1978 par les 4 départements des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Donc, on est un syndicat mixte ouvert. On a été labellisé ensuite en 2017 établissement public territorial de bassin. Historiquement, on a plutôt des missions qui sont liées à la gestion des étiages, la gestion des ressources ou du risque inondation. Et puis, nos missions ont évolué, notamment avec l'évolution de l'organisation territoriale et des lois sur l'eau, les lois EMA, DCE, MAPTAM, NOTRe, etc. Et donc, maintenant, on a un panel de missions dont la gestion quantitative des ressources en eau et la gestion intégrée notamment, dans lequel s'inscrit cette démarche de gouvernance sur les nappes profondes du bassin de l'Adour. Alors, on n'y est pas venu tout seul. L'institution Adour s'est saisie de cette démarche de concertation, sollicitée par le comité de bassin à travers la commission territoriale nappes profondes, notamment parce que, comme le disait Olivier, la baisse des niveaux piézométriques était alarmante et on n'avait pas, en tout cas les services de l'État et l'Agence de l'eau n'avaient pas d'idée sur le fait que cette baisse piézométrique soit problématique ou non, puisque quand on exploite les nappes captives, on a naturellement une diminution des niveaux piézométriques. Donc, il s'agissait de savoir si l'exploitation était supportable, si oui, jusqu'à quand, et de mettre en place un système de concertation sur ces ressources-là. C'était notamment dans les recommandations du dernier stage à Tour-Garonne 2017-2021. Donc, on porte l'animation depuis 2018 et pour débuter, on a porté une étude socio-économique pour caractériser un peu l'importance de ces nappes profondes sur le territoire qui a été réalisée en convention avec le BRGM et financée aussi partiellement par l'Agence de l'eau.
Donc, le but de cette étude, c'était vraiment de faire émerger le dialogue et de permettre aux acteurs de se connaître entre eux, parce qu'on va le voir après, on est sur un très grand territoire. Donc, on avait 3 volets. Un volet vraiment début de l'état des lieux et partage de cet état des lieux. Un volet démarche prospective pour les inviter à se projeter à l'horizon 2050. Et puis, un volet, objectif de gestion et outils institutionnels à disposition. Et on a sollicité pour ça les usagers de la ressource, donc syndicats d'eau potable, chambres d'agriculture, ASA d'irrigation, établissements thermaux, Terega, etc., les services de l'État et les collectivités, départements, régions et nous, institutions Adour. Ça, c'est une étude qui a été faite et dont le rapport est public. D'ailleurs, je pourrais mettre le lien sur le PDF qui a été porté par le BRGM, du coup, en tout cas qui a été réalisé avec le BRGM. À la base, le besoin de gestion, il concernait plutôt la nappe des sables inframolassiques. Et puis, en fait, avec l'évolution des connaissances, on se rend compte que les niveaux de la nappe des sables inframolassiques, donc des sables de l'Éocène, est connecté hydrauliquement par des échanges, notamment verticaux, ascendants ou descendants, avec les niveaux du Paléocène et du Crétacé. Donc, finalement, c'est ces 3 ressources de manière indissociable qui ont été prises en compte pour la concertation. Et au final, on s'étend sur un périmètre de 12 000 km². Donc, vous voyez, il est bien plus petit que celui présenté par Olivier, puisque les 30 000 ou 32 000 km² correspondent à l'ensemble des nappes profondes sur le sud du bassin aquitain. Mais en fait, en termes de gestion, sur l'usage actuel et l'usage futur qui peut être fait de la ressource, avec des critères géologiques, d'usage et géographiques, on peut avoir ce périmètre de 12 000 km² qui est le plus pertinent et qui réunit déjà une grosse cinquantaine d'acteurs, ce qui semble un maximum pour avoir une concertation assez efficace. Donc, en tout, on a 80 EPCI à fonds propres, 4 départements et 2 régions qui sont en concertation sur ces nappes. Alors, concernant l'état des lieux, on a une ressource qui est quand même assez conséquente et c'est vrai qu'on a assez peu de prélèvements. On prélève un peu moins de 28 millions de mètres cubes par an et c'est largement pour l'alimentation en eau potable, qui est un usage prioritaire et exigeant, puisque juste après l'eau potable vient le thermalisme, qui est aussi un usage hyper exigeant, puisque lui, il a un aspect réglementaire à 0 bactéries, en fait, et c'est un pan majeur de l'économie du territoire. Puis viennent ensuite les activités agricoles qui dépendent des conditions de surface et qui sont prélevées uniquement dans les landes au niveau du synclinal d'Audignon, puisque les nappes sont à faible profondeur à cet endroit-là. Et un peu d'industrie, ça correspond à la mise en bouteille de cristalline notamment, et un peu de géothermie du côté de Mont-de-Marsan, quasi exclusivement. Et enfin, la spécificité du territoire, le stockage de gaz, donc sur les sites de Lussigny et d'Izotte, à la frontière entre les Landes et le Gers, où en effet, on a des battements de nappe assez importants. Du coup, on va avoir sur certains forages d'alimentation en eau potable jusqu'à 80 mètres de battement entre l'été et l'hiver, ce qui inclut quand même des problématiques pour les exploitants locaux. Ces nappes profondes, du coup, elles sont exploitées en différents endroits du territoire, parfois même les 3 niveaux au même endroit. Mais globalement, la nappe la plus exploitée reste la nappe des sables inframolassiques. Et dans cette nappe spécifiquement, 90% de ce qui est prélevé est dédié à l'alimentation en eau potable. Donc, quand bien même on aurait des exploitations qui sont importantes ou trop importantes, en tout cas qu'il faudrait réguler, on est sur un usage prioritaire. Donc, ça pose notamment des questions en termes de parcimonie des usages et éventuellement en termes de substitution, comme on peut le voir sur d'autres territoires. Mais quoi qu'il arrive, on est sur un usage prioritaire avec lequel il va falloir composer. Quand on a présenté cet état des lieux, le deuxième volet, donc, c'était l'atelier prospectif. Donc, on a fait réfléchir les acteurs sur des coupures de presse. On leur a fait des coupures de presse fictives à l'horizon 2050. L'idée du scénario, c'était de dire... il n'y a pas eu de concertation sur les nappes profondes. On les a exploitées à vue, sans savoir. Et en fait, à l'horizon 2050, c'est des ressources qui sont épuisées. Et le territoire, finalement, se saisit de la problématique pour essayer de faire en sorte d'avoir des ressources sur le futur. Donc, c'est ce qu'on appelle un scénario en laisser-faire. En fait, on continue, on ne prend pas de mesures à l'heure actuelle. Le tout pour réfléchir sur des principes de gestion durable un peu ensemble. Et en fait, de ces ateliers sont ressorties plusieurs choses, notamment le fait que les acteurs nous disaient que les prédictions qu'on pouvait avoir à 2050, en fait, ils les rencontraient déjà. Ils avaient déjà une pression pour la substitution, ils avaient déjà une pression pour avoir un report des prélèvements de surface en souterrain profond. Et en fait, les questions qu'on pensait venir dans 10 ou 30 ans, elles sont déjà présentes maintenant et il va falloir y aller, quoi. Parallèle qui a été fait à la suite de ces résultats-là, ça a été de faire un 3e atelier, cette fois-ci plutôt sur les outils de gestion, pour essayer de leur dire, d'accord, on a des problématiques finalement qui sont sur le territoire maintenant, à 2020,
Donc, quelles sont nos priorités, à quoi on peut réfléchir ensemble, quels sont nos besoins, quels sont les enjeux, et en fonction de ça, quels sont les outils que l'on pourrait éventuellement déployer, puisque nous, par exemple, à l'institution, on porte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, on porte aussi des projets de territoire pour la gestion des ressources en eau, on sait qu'il y a aussi des contrats de nappe. Donc, l'idée, c'était un peu de les faire réfléchir, bien qu'on ait quand même assez peu de temps, on arrivait à la fin de l'étude. Donc finalement, cette étude, elle venait juste, entre guillemets, poser les bases de la concertation, c'est-à-dire permettre aux acteurs de se rencontrer, permettre d'avoir une vision commune de la ressource et surtout une vision partagée de l'état des lieux, en fait, prendre conscience de l'impact de l'exploitation de chacun sur les usages des autres, et ce, sur un territoire très élargi avec des acteurs qui ont peu l'habitude de travailler ensemble. Et on a été vers un consensus à la fin des 2 ans d'études qui était celui d'engager la concertation. En tout cas, les acteurs avaient envie d'y aller, ils avaient pris conscience des problématiques sur le territoire et on voulait continuer la concertation. On n'était pas prêt à aller sur un outil institutionnel encore parce qu'on ne les maîtrisait pas assez. On voulait continuer. Donc, on a choisi, nous, un format qui permettait de formaliser un peu cette implication sans être trop rigide. Et du coup, on est passé par une charte d'engagement dans la gouvernance des nappes profondes du bassin de l'Adour. Donc, cette charte qui a été diffusée en janvier 2021, l'objectif, c'était donc de formaliser cet engagement des acteurs, d'accompagner la concertation, de maintenir finalement l'évolution et les avancées afin de définir un outil de gestion, tout en continuant cette construction de partage des enjeux et en parallèle, un accompagnement plus formalisé en tous les cas, avec des instances de travail, donc un comité de pilotage et un comité technique. Je vais y revenir après. Donc, le comité de pilotage, c'est une instance qui est souvent mobilisée dans les démarches. Là, dans le cadre de la charte, elle réunit du coup les services de l'État, les départements, les syndicats d'eau potable, la Chambre d'agriculture, Irrigadour, Terega, les établissements thermaux, vraiment tous les acteurs qui vont avoir un usage de près ou de loin de ces ressources ou qui sont concernés par le territoire. Et elle réunit donc les élus et les agents techniques de ces structures-là. On a aussi un comité technique qui, lui, est plutôt un comité de travail, des instances de discussion avec lesquelles on va préparer les documents qui sont ensuite portés à connaissance d'un comité de pilotage, donc uniquement les services techniques de ces structures-là. Et en parallèle, on a également un groupe d'experts hydrogéologues qui sont généralement des gens titulaires d'un doctorat en hydrogéologie et qui permettent de nous accompagner dans la démarche et de venir discuter des ressources et répondre aux attentes des acteurs, en tout cas aux questions des acteurs. Et enfin, un comité d'information élargi qui, lui, est réuni annuellement et a vocation à informer l'ensemble du territoire de la démarche en cours, même s'ils ne prennent pas part littéralement à l'exploitation de ces nappes-là ou n'en dépendent pas. Alors, on a vraiment insisté sur 2 choses qui nous semblaient essentielles. Une politique de terrain avec l'établissement de liens bilatéraux. Donc, en fait, j'ai été rencontrer tous les acteurs de l'eau potable et du thermalisme l'année dernière. Cette année, on va aller rencontrer tout le volet agricole et industrie. Ça va sûrement s'étendre d'ailleurs sur 2023. Et en fait, on va les voir. On fait des réunions de 1 heure, 2 heures, 3 heures, autant que nécessaire, où on présente pédagogiquement les bases de l'hydrogéologie, les spécificités de ces ressources en nappe profonde, les spécificités de leur exploitation, les liens qu'ils ont avec les autres territoires à côté. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu un win-win, ce process-là. Ça nous permet à nous d'affiner notre état des lieux et de prendre compte des problématiques qui sont encore plus prégnantes que ce qu'on pouvait le penser sur le territoire. Et ça permet aux acteurs de se sentir plus légitimes sur des ressources qu'ils appréhendent souvent mal, parce que le souterrain est souvent mal appréhendé. Et du coup, on a des prises de parole qui sont beaucoup plus assurées en instance et aussi des prises de position, du coup, qui sont beaucoup plus assurées en instance, qui nous permettent d'avancer quand même beaucoup plus vite, ou en tout cas relativement vite par rapport à d'autres territoires. Pour répondre aux questions des acteurs, on a choisi de se baser sur des retours d'expérience. Donc, chaque comité de pilotage accueille un retour d'expérience d'un acteur qui soit est sur le même type de ressources, soit a déployé un outil de gestion type SAGE ou contrat de nappe, auquel on pouvait penser pour ces nappes-là. L'idée, c'était vraiment que les réponses aux questions, aux interrogations fondamentales des acteurs proviennent d'un acteur extérieur pour qu'ils aient vraiment la totalité des réponses à leurs questions, avantages, inconvénients, tenants, aboutissants, de manière la plus factuelle et la plus déconnectée du territoire possible. On a souvent un meilleur échange quand on est extérieur au territoire et qu'on peut poser des questions sans qu'il y ait de conflit d'intérêts, entre guillemets. Donc ça, c'est une démarche qui a bien marché aussi. En 1 an, on a eu une vraie progression de l'appréhension des outils de gestion par les acteurs. Et donc, on a pu monter des scénarios après prospectifs sur si on déploie tel type d'outil, voilà les conséquences pour la ressource. Alors, c'est un travail d'animation technique et politique
qui est important et qui est crucial, hein. Ça demande une grosse implication de la structure porteuse, mais qui porte vraiment ses fruits, puisque maintenant, en tout cas à la charte, on avait sollicité 38 acteurs. On a eu 33 adhésions sur ces 38 acteurs, sans compter les acteurs qui ont entendu parler de la démarche et qui se sont ralliés en plus de ceux qu'on avait sollicités. Donc, on a maintenant en fait un panel d'acteurs beaucoup plus large que ceux qu'on a sollicités, qui ont rejoint la démarche. Donc là, on en est un peu au stade où c'était aussi une stratégie. On a choisi de constamment associer les spécificités des nappes profondes, qui sont peu connues et qui ne fonctionnent pas comme les ressources de surface, aux besoins de gestion. Les deux sont toujours évoqués ensemble et jamais déconnectés. À ce stade, les acteurs ont bien pris conscience du fait qu'on avait des ressources qui étaient utilisées pour des usages prioritaires et exigeants, qu'on avait une exploitation un peu à vue, sans avoir trop l'impact de notre exploitation sur le temps long, et qu'on est sur une ressource qui a une faible capacité de renouvellement. Donc, on ne fonctionne pas du tout comme une nappe alluviale qui va se recharger d'une année sur l'autre. Les nappes profondes, il va falloir penser ça en décennies ou en siècles. Donc, les acteurs commencent un peu plus à se projeter. Et puis, ils sont beaucoup plus conscients de cette problématique de report des prélèvements de subsurface en raison des problématiques de qualité et de quantité sur le bassin de l'Adour. Reports qui se font en souterrain profond, qui sont attendus. Donc, on sait qu'on va avoir besoin d'être capable de définir un niveau d'exploitation en termes de pression, donc de niveau de nappe à l'échelle locale, et en termes de volume à l'échelle globale, et qu'on va aussi être capable, on va devoir avoir besoin de garantir un accès à l'eau potable à un coût raisonnable, et peut-être même de hiérarchiser de fait les usages ou d'en prioriser certains, le tout dans une volonté de parcimonie d'usage de la ressource. Donc, on va vraiment avoir besoin de penser le mix hydrique, et ce, à long terme. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien appréhendé maintenant vers les acteurs. On va continuer dans cette démarche-là, mais en tout cas, après 2 ans d'études et 1 an et demi maintenant d'évolution sous ce format-là, avec ce travail de terrain et de retour d'expérience, on a des acteurs qui perçoivent le SAGE comme l'outil le plus pertinent à mobiliser à ce stade et qui nous ont demandé, en février dernier, maintenant, de solliciter chacun des parties prenantes quant à son positionnement vis-à-vis de l'émergence d'un SAGE nappe profonde de l'Adour d'ici l'été 2022. Donc en fait, là à ce stade, on a un large nombre d'acteurs qui nous ont répondu positivement. Donc je ne veux pas nous porter malchance, mais on devrait tendre vers l'émergence d'un SAGE à l'automne, normalement, avec des acteurs qui sont plutôt conscients des problématiques et des besoins sur le territoire. Donc voilà, je m'arrête ici. J'étais un peu succincte, mais si jamais il y a besoin, vous pouvez toujours me contacter, soit par mail, soit par téléphone, de toute façon. Y a-t-il des réactions donc... Et quel va être le seuil qu'on va se mettre? Est-ce que ça va être, dans 100 ans, voilà, ceux qui seront là après nous, après 100 ans, ils vont avoir du mal, ou après 200 ans, ou après 500 ans comment avoir cette appréciation de qui va payer pour les autres, quoi. Alors, l'idée de la démarche de gestion, c'est quand même d'assurer aux générations futures qu'il y ait de l'eau. C'est clair que c'est la base en termes de solidarité à long terme sur les générations. La question même de définir les niveaux, en fait, ça va être un accompagnement qui va marcher par essai-erreur. Ça tombe bien que Gaïa soit terminé puisqu'on va disposer d'un modèle. La première question à laquelle il va falloir répondre, c'est déjà, est-ce qu'on exploite trop ou pas du tout? Est-ce que c'est soutenable? Si c'est soutenable, pendant combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Parce que comme vous le dites, quand on exploite en nappe profonde, le niveau diminue, c'est normal, c'est intrinsèque à l'exploitation. Donc, ce n'est pas du tout un argument de la surexploitation. Donc déjà, il va falloir définir s'il y a surexploitation à certains endroits, si oui, lesquels, et comment on fonctionne. Donc, première étape. Quand on aura fait ça, il va falloir monter des scénarios avec les acteurs du territoire, des scénarios qui, en fait, disent exactement où on va exploiter la ressource, parce que ce type de ressources-là, qui ont des gros volumes, se souviennent plus de la façon dont on les a exploitées, donc du nombre d'ouvrages et de leur concentration, que des volumes qu'on a extraits. Donc, il va falloir vraiment poser les bases de où on exploite, pourquoi on exploite, quel volume on exploite, quels usages on priorise, quel type d'activité aussi on souhaite mettre en termes d'économie de la ressource, etc. Et ces scénarios-là, ils vont être modélisés. On va récupérer les modèles, on va récupérer les résultats, on va les interpréter, les représenter. Et en avançant en essai-erreur comme ça, on arrive à définir des niveaux qui sont soutenables et qui sont acceptables par le territoire, des niveaux de nappe et des volumes à prélever. En fait, on avance comme ça. Après, il faut aussi recontextualiser ça dans les retours d'expérience qu'on a d'autres territoires. On sait par exemple sur la Gironde que 20 ans de SAGE, ça a permis d'accueillir 300 000 nouveaux habitants sans prélever plus dans la ressource. Donc, on a des pistes. Maintenant, il y a vraiment une phase de concertation, d'élaboration de ces scénarios-là et ensuite une phase technique de délimitation de ces niveaux, des volumes prélevables, etc.
Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des mesures de gestion qui ont été mises en place, notamment avec Teréga et les établissements thermaux. Moi, je me souviens d'avoir travaillé dans les années 90 à Aubergem sur déjà l'influence de ces stockages. Il y avait déjà des problèmes d'artésianisme, entre guillemets, des sources qui tarissaient à certains moments. Est-ce qu'il y a eu des compensations? Est-ce qu'il y a déjà eu des mesures de gestion qui ont été mises en place entre les établissements thermaux? Je pense à Barbotan, par exemple, et Teréga. À ma connaissance, il n'y a pas eu de mesure de gestion, parce que c'était vraiment une demande. Il y a eu des mesures de compensation, c'est-à-dire que, par exemple, Teréga finance les pompes ou l'abaissement des pompes pour les structures qui sont impactées par ces niveaux de gaz. Mais on n'est pas rentré dans une phase de concertation et ça va d'ailleurs être un volet assez important puisque du coup, et c'est bien de le souligner, Teréga ou les établissements thermaux, Teréga, c'est un stockage de gaz qui est essentiel. On est sur une ressource stratégique pour l'alimentation en gaz à l'échelle nationale. Les établissements thermaux, on est sur un pilier de l'économie et on est aussi sur une ressource qui est utilisée à des fins médicinales à 90%. Donc, mais c'est des acteurs privés. C'est des acteurs privés qui vont devoir prendre part à une concertation qui, elle, est publique avec un enjeu sanitaire fort qui est l'alimentation en eau potable. Donc ça, c'est un des volets qui nous reste à aborder, qui va, je pense, prendre du temps, parce qu'il faut aussi prendre en compte les problématiques de chacun et quand même avancer avec des ambitions. Donc, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. L'injection et le soutirage du gaz a peut-être un effet sur la vidange de la nappe, en complément des prélèvements qui sont faits par les différents usages, dont l'eau potable. Est-ce qu'on a une idée de la quantité, ou en tout cas du ratio que cela provoque et quel est l'effet de ces injections soutirage sur la baisse de la nappe que l'on constate depuis les années 60? Alors, en ce qui concerne, il y a deux choses. En fait, ce qu'on voit mieux dans le cadre de Gaïa, c'est vraiment des secteurs qui ont pu évoluer, notamment, il y avait des zones qu'on ne connaissait pas, en fait. C'était des zones d'exutoire ou de recharge. Donc, on a des éléments aussi où on voit apparaître effectivement des inversements de fonctionnement avec des zones qui étaient plutôt exutoires, qui vont devenir des zones potentiellement de recharge très locales. Par rapport au stockage de gaz, c'est une question qui est assez difficile à répondre. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, quand même, le stockage de gaz a fait que globalement, on a quand même une pression qui a été mise, notamment le fait d'injecter notamment le gaz coussin et ensuite de faire les fluctuations. On a eu effectivement une augmentation de pression et on a eu des débits de source qui ont pu augmenter dans certains secteurs. Après, on est arrivé plus à une stabilisation finalement de ces cycles. Et donc, on a eu effectivement des sorties il y a quelques années qui ont été poussées par le stock. On a pu sensiblement le constater dans certains secteurs. Actuellement, on ne sait pas trop si ça a un lien direct avec les sorties. La question qui peut se poser, c'est plutôt si on arrêtait le stockage de gaz maintenant, on aurait sans doute, du fait du soutirage global, et puis on serait quand même obligé de laisser sans doute une partie gaz coussin. Parce que là, par contre, on aura un effondrement sans doute des niveaux piezométriques si on déstockait totalement. Et quid de l'augmentation au regard du contexte international? On peut s'interroger sur le comportement de l'aquifère si les volumes qui aujourd'hui sont calés réglementairement venaient à augmenter. Est-ce qu'il y a des simulations sur l'effet sur la ressource? C'est des discussions qu'on a eues avec Teréga qui ont aussi des plans pluriannuels sur l'évolution des stocks qu'ils pourraient faire. Actuellement, on n'a pas d'informations, on n'a pas eu à tester, on n'a pas testé des scénarios, on n'a pas eu ce scénario en main et ce n'était pas l'objectif de Gaïa de tester effectivement des évolutions de stockage et d'augmentation du volume à stocker. Sachant qu'effectivement, qu'une grosse partie du gaz vient aussi de la Russie. Donc, après, on est dans un contexte géopolitique très problématique. Je sais pas trop, là pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur ce qui se passe, notamment à Teréga, sur le futur du stock et sur notamment les transits qu'on peut faire via les pays, via la Russie. Par contre, ce qui est certain sur cette question-là, c'est que si on veut faire valoir la ressource, aussi stratégique qu'elle soit sur l'eau potable, et la faire entendre à l'échelle nationale, ça prend une commission locale de l'eau. C'est le seul organe qui soit reconnu juridiquement pour porter la concertation et faire remonter les choses. Donc, en fait, quand bien même il faudrait se prémunir de ce risque-là, la seule entité qui a une existence juridique pour le faire, c'est une clé. Et c'est aussi pour ça que le territoire va sur un SAGE, parce que pour se faire entendre et porter sa voix sur une ressource qui est essentielle, il va falloir aller vers ce type de structure.
Et quel sera le lien avec le SAGE actuel, nappe profonde? Comment vous allez effectivement interagir entre les deux, puisqu'on va peut-être avoir effectivement des zones de recouvrement? Le sage nappe profonde de Gironde? Oui. Normalement, non. J'ose espérer que non. Après, on travaille Ouais. déjà étroitement avec eux, puisque on est réciproquement. Donc moi, je suis dans le groupe d'expertise des nappes profondes de Gironde et monsieur de Grissac nous accompagne aussi parmi nos deux présidents sur ces sujets-là. Donc on avance et on bénéficie de leur retour d'expérience, c'est important. Pour le moment, on n'a pas de lien de ressources, c'est-à-dire que si on pompe dans l'une, ça n'arrive pas dans l'autre. En tout cas, ce n'est pas démontré et ça ne devrait pas être le cas. On ne s'est pas trop posé ces questions en intersage. On connaît en plus la complexité de l'intersage sur des ressources qui sont déjà connectées. Alors, sur des ressources qui ne le sont pas, bon, on n'y va pas tout de suite. Les questions ne se posent pas sur ce sujet. C'est plus du mentorat à ce stade où on suit les roues d'un sage qui fonctionne déjà bien. On a des techniques qui sont un peu éprouvées. On a vu que essai-erreur avec la modélisation, c'est quelque chose qui fonctionne bien, sous couvert d'avoir une animation qui porte un scénario qui soit prometteur et qui accompagne le territoire. Donc, on a repris certains éléments qu'on a dû décliner évidemment avec la politique et le cadrage de notre propre territoire, qui est sur des enjeux quand même différents, puisque la Gironde, elle, a 100% de son AEP sur les nappes profondes, c'était une volonté. Nous, on a d'autres usages. Donc, on essaie de décliner de manière la plus efficace possible, aussi parce que on avance, on est dans un contexte de changement climatique et ce type d'outil, plus tôt on le met en place et mieux c'est, quoi. Moi, j'avais une question plus, c'est toujours le déficit de connaissances qu'on a sur ces nappes. Dernièrement, on a vu les prospections aéroportées sur le département du Lot, et ce que je trouvais bien en termes de concertation, c'est qu'il y a justement eu 2 projets qu'on menés par 2 SGR différents, qui ont pu aboutir ensemble pour faire une cartographie assez large de ces nappes profondes. Quand je vois la difficulté qu'on a maintenant pour définir la cartographie de la GMI, basée sur juste 3 forages sur ces nappes profondes, je me dis qu'à quelques mois d'intervalle, on aurait peut-être eu intérêt aussi à travailler sur d'autres nappes profondes pour en tout cas lever les incertitudes qu'on a et qui finalement, par défaut, ont tendance à fortement contraindre la GMI sur notre territoire. Quand ces opérations se font, l'hélicoptère il est assez loin et tout ça, il y a peut-être un intérêt à ce qu'on mutualise éventuellement ce genre d'études. Alors, juste pour être sûr, GMI, géothermie… Géothermie de minime importance. Qui sont rapportés, de toute façon, ce cadre dans une tranche profondeur de 0 à 200 mètres. Là, effectivement, on a aussi des problématiques aquifères profondes, donc c'est plus de 200 mètres aussi. Donc, l'aéroporté ne va pas fonctionner dans ces aquifères, dans ces profondeurs-là. En fait, ce qui a été utilisé, c'est surtout ensuite par rapport à la géothermie minime importance. C'est finalement d'évaluer avec des modèles géologiques et qui a reproduit en fait la profondeur des aquifères, c'est de mettre en place les éléments pour indiquer quelles sont les profondeurs et notamment les paramètres hydrodynamiques de ces nappes pour alimenter les cartes nationales de géothermie minime importance. Sur la tranche, pareil, 0,200 mètres. Pour Gaïa, il n'y a pas eu de projet d'aéroporté, ça a été vraiment du retraitement mini-sismique. Après, nous, la géothermie, c'est vraiment très marginal. En fait, on n'a que Mont-de-Marsan qui y est. Et par contre, ça s'est posé, mais pour tout le cadrage qu'on évoquait tout à l'heure, dans ce contexte de volonté de changement des pratiques, en tout cas en énergie renouvelable, etc. Là, la question de la géothermie, les nappes profondes, c'est quand même une ressource potentiellement source d'énergie. Donc, c'est aussi un usage à prendre en compte dans le futur. Donc, on n'y est pas maintenant, à savoir ce qu'une clé souhaitera faire sur ce type-là, mais c'est une question qui se pose, en tout cas, la capacité à préserver une ressource qui potentiellement est une ressource alternative en termes d'énergie. Pour compléter, on n'est plus dans une géothermie haute température, puisque ce sont effectivement d'anciens forages pétroliers qui pourraient être réactivés ou réexploités pour ces usages de géothermie. Et on a sorti de mémoire il y a 2-3 ans, tu me diras si c'est la bonne date, Olivier, et justement un rapport pour l'ADEME et la DGPR pour regarder justement sur ces forages pétroliers quelles étaient les possibilités de reconversion, mais pour la géothermie profonde. Au niveau de la GMI, on est bien aussi dans la tranche de 0,200 mètres, comme pour l'aéroporté.
Non, ouais. Nous, on est à beaucoup plus forte profondeur et on est sur de la géothermie beaucoup plus chaude. Oui. D'ailleurs, généralement, ils s'en servent, la plupart des captages, enfin, les captages en eau potable qui ont une dérogation de température, souvent, ils s'en servent, soit ça fait un tour en pisciculture, soit ça fait un tour en chauffage, et ensuite, ça revient. Donc, en fait, c'est une espèce de circuit qui a été mis en place dans les réseaux de distribution, qui fait d'un usage, deux usages, mais qui, du coup, est marqué en usage AEP, même s'il y a une volonté, mais parce qu'on est sur des températures de plusieurs dizaines de degrés Celsius. On a une chronique quand même longue, puisqu'on a grosso modo 50-60 ans de mesures. Est-ce qu'il y a eu éventuellement des époques où il y avait soit des usages très différents, soit des politiques de stockage du gaz très différentes qui permettraient de mieux cerner l'origine de la baisse? Est-ce que ça serait quand même plutôt dû à une augmentation des pompages, et à ce moment-là, de quel ordre par rapport au pompage total, ou est-ce que c'est justement les fluctuations de stockage de gaz qui peuvent avoir beaucoup d'influence au final? Donc, on commence la mise en exploitation des nappes dans les années 60 pour pallier aux problèmes de sécurisation d'eau potable. Ça augmente parce que du coup, on se rend compte du potentiel avec un paroxysme entre les années 80 et 2000. Là, on fait les forages, on les réhabilite, on les met en exploitation. Après, on a quand même un palier. Depuis les années 2000, franchement, on a un palier en termes de volume qui se prélève. On a atteint, bon, ça varie, mais légèrement, on est quand même sur une tendance qui est globalement la même, avec des niveaux de nappe qui, eux, continuent à diminuer. Ça laisse plutôt supposer un réajustement hydrodynamique d'une nappe à grande inertie qui fonctionne jusqu'à atteindre ses limites. Le stockage du gaz, lui, on le voit nettement, mais en fait, on voit sa saisonnalité sur les chroniques. Donc, sur ces tendances-là, on voit la saisonnalité de ces stockages qui se sentent de manière biannuelle, avec évidemment cette discussion qui a été une discussion moultement houleuse sur le territoire le stockage de gaz qui induit un écoulement préférentiel des nappes. Donc ça, c'est toujours un sujet un peu sensible. Mais globalement, les niveaux de prélèvement se stabilisant, la baisse des niveaux piézométriques, elle est plutôt pensée à un rééquilibrage sur le temps long. Maintenant, à voir si c'est pareil pour tous les niveaux, s'il y a des mouvements ascendants, descendants qui compensent, je ne sais pas. Et on ne sait pas encore, je pense. On n'a aucune donnée avant stockage, en fait. Ce qui est stockage déjà mis en place avec le premier stockage dans les années 50, milieu des années 50. Et finalement, les premières mesures commencent après en fait, la mise en exploitation du premier stockage. Et il y a un deuxième stockage qui arrive une vingtaine d'années après. En fait. Et en fait, il y a un message qui est quand même assez brouillé entre les deux évolutions du stockage. On revoit effectivement quand le second stockage se met en place, il y a une augmentation des niveaux piézométriques globaux et après une baisse. Et donc, on est plutôt sur une baisse. Effectivement, il y a les prélèvements à rééquilibrage, comme l'a indiqué Mélanie actuellement. Et les stockages actuels, de toute façon, on a une fluctuation saisonnière qui aura un volume qui est assez stabilisé. Là, finalement, un cycle assez régulier, donc moyenné dans le temps. Alors, une deuxième petite question. Quand on est dans des karstes méditerranéens, l'énorme variation saisonnière de piézométrie à cause de l'exploitation estivale pour le tourisme, ça induisait une accélération des phénomènes de dissolution du karst. Est-ce qu'éventuellement, on a des risques un peu équivalents de stabilité des aquifères? Pour le moment, je dirais que ça n'en est pas encore un, parce qu'on ne fonctionne pas encore dans ces systèmes-là. Nos karstes à nous, sur ces ressources profondes-là, en fait, ils sont saturés. Donc, c'est des ressources karstiques complètement saturées qui ne fonctionnent pas du tout comme les karstes qu'on a dans les autres systèmes. Donc, pour le moment, la question ne s'est pas posée, ces battements de là non plus. En vrai, la pérennité de la ressource, au vu des volumes qu'on prélève en Gironde sur le même type de nappe que celle-ci, on prélève quand même beaucoup plus et on est sur des ressources qui sont localement surexploitées, mais pas de doute. Donc, on a quand même tendance à penser qu'il ne va pas forcément y avoir de surexploitation partout et que la pénurie de la ressource n'est pas forcément une problématique actuelle. Par contre, c'est une problématique compressante. Donc, on n'est pas encore là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y viendra pas, mais on voudrait éviter d'y venir, je pense. Il y a eu un accident karstique. On s'est posé la question, on a intervenu autour de Castéraverduzan. On a eu effectivement un effondrement le long d'un cours d'eau, la Couleigne, un effondrement dans les karstes crétacés. Et la Couleigne finalement s'est perdue ensuite dans le réservoir. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'était lié finalement alors c'était lié à un phénomène de crue, mais est-ce que c'était lié potentiellement aussi à la baisse de pression qu'on avait dans ces secteurs, où on avait quand même des exutoires connus dans les années 80, on avait même dans les années 50
des petits termes dans ce secteur-là qui ont disparu depuis. Et finalement, on est passé d'une zone d'artésianisme à une zone où on n'a plus d'artésianisme. Donc la question s'est posée. Après, il n'y a pas eu d'études spécifiques pour savoir si c'était lié à la dépression en fait, qui aurait pu être engendrée dans ce secteur. Et il y a eu un phénomène de crue en même temps. Donc, voilà. Il y a une étude qui a été portée par le conseil départemental du Gers sur ces époques-là, puisque du coup, à Castéra-Verduzan, il y a une augmentation assez importante des niveaux et il y a un forage d'alimentation en eau potable. Donc, ils avaient peur que ça vienne drainer une ressource qu'on ne connaîtrait pas sur des variations de piezo, etc. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose identifié. Enfin, non, il y a clairement des ressources qui se passent de l'une à l'autre et qui ont changé les pressions, mais il n'y a pas d'éléments pour savoir en fait si c'était lié baisse ou pas cet accident. En fait, on ne sait pas. Après, il y a les questionnements effectivement eau potable. Il y a le thermalisme aussi un petit peu plus loin à Castres. Il y a aussi des évolutions quand même de la chimie des eaux dans ce secteur qui vont drainer en nappe alluviale, enfin sous-alluvionnaire, et on commence à poser des questions sur le drainage plutôt alluvionnaire alors qu'on était plutôt sous pression.